Mon fiancé a demandé une pause pour explorer son ex de l'université, s'attendant à ce que je l'attende patiemment. Il pensait que notre vie était un jeu qu'il pouvait mettre en pause. J'avais vendu la maison, accepté un travail de l'autre côté du pays, et effacé toutes les traces de lui. Il est amusant de voir comment fonctionne la mémoire. Ce n'est pas un enregistrement parfait. C'est plutôt une galerie organisée par votre propre cœur. Vous vous y promenez et certains moments sont encadrés d'or, brillant sous une douce lumière. D'autres sont relégués dans des coins poussiéreux, leur toile lacérée. Pendant très longtemps, ma galerie de Julien était un atrium baigné de soleil. 5 ans. 5 ans, c'est une longue période pour construire une vie avec quelqu'un, pour tisser vos journées ensemble si étroitement que vous ne pouvez pas dire où vos fils se terminent et où les siens commencent. Je suis architecte. Ma vie est faite de structures, de fondations, de création d'espaces qui ne sont pas seulement beaux, mais aussi solides, stables, durables. J'ai conçu des choses destinées à durer. Et je croyais, de toutes mes fibres, que Julien et moi étions la structure la plus durable que j'avais jamais contribué à construire. Nous nous sommes rencontrés lors d'une collecte de fonds bondés à Paris, une mer de smoking et de bavardage poli. J'expliquais les défis structurels d'une conception en porte-à-faux à un client potentiel, probablement avec un peu trop de passion. Quand je l'ai vu, il n'écoutait pas mes paroles. Il observait mon visage, un petit sourire amusé aux lèvres. Lorsque le client s'est éloigné, il s'est avancé. Je n'ai aucune idée de ce qu'est un porte-à-faux, a-t-il dit, sa voix un murmure bas et chaleureux. Mais je serais heureux de vous écouter en parler encore une heure. C'était Julien. D'un charme désinvolte, capable de vous faire sentir comme si vous étiez la seule personne dans la pièce. Notre vie ensemble n'a pas été une romance tourbillonnante. C'était mieux. C'était une construction lente et délibérée. Nous étions partenaires. Il m'a soutenu lors des examens finaux épuisants pour ma licence, m'apportant du café à 3 heures du matin et me testant sur les codes du bâtiment jusqu'à ce que mes yeux se croisent. Je l'ai aidé à élaborer le plan d'affaires de son cabinet de conseil en marketing, célébrant son premier grand client avec du champagne bon marché sur le sol de notre petit appartement. La maison était mon chef-d'œuvre. Notre chef-d'œuvre. J'ai trouvé le terrain moi-même, un terrain calme et envahi par la végétation au bout d'une impasse dans la campagne normande, ignorée par les promoteurs à cause d'une légère pente. Mais j'en avais vu le potentiel. J'ai passé des mois sur la conception, esquissant jusqu'à ce que mes doigts soient tachés de graphite. Une maison de verre, de cèdre et de pierre avec un vaste espace de vie ouvert où la lumière se déverserait. Une maison construite dans la colline, pas seulement dessus. Julien était mon plus grand soutien. Tu dessines les plans, Clara, disait-il, m'enlaçant par derrière alors que je me tenais au-dessus de la table à dessin. Et je la remplirai de rire. Et il l'a fait. Nous l'avons construite ensemble, supervisant chaque détail. Le jour où les fondations ont été coulées, nous nous tenions main dans la main, regardant le béton frais se stabiliser. Cela semblait profond, sacré. C'était notre assise, inébranlable. Nous avons établi des rituels, ces petites traditions d'ancrage qui transforment une maison en foyer. Le plus important était l'arbre d'anniversaire. Chaque année, le jour où nous nous sommes rencontrés, nous plantions un arbre dans le jardin. La première année, un délicat érable japonais, la deuxième, un lilas parfumé. La troisième, un saule pleureur. Pour notre 4e anniversaire, la maison enfin terminée et notre avenir s'étirant devant nous comme une route claire et ensoleillée, nous avons planté un chêne. Je me souviens avoir creusé le trou avec lui, nos mains couvertes de terre riche et sombre. Il a étudié le jeune plan pendant que je remettais la terre. Celui-ci est pour la longue durée, avait-il dit, essuyant une tache de terre sur ma joue. Il grandira avec nos enfants. Ses racines s'enfonceront aussi profondément que les nôtres. Il m'a ensuite embrassé, un baiser long et prolongé qui avait le goût de la terre et des promesses. J'ai posé ma tête sur son épaule, regardant l'arbre élancé, et j'ai ressenti un sentiment de paix si absolu qu'il en était presque accablant. C'était ça. C'était pour toujours. Les plans étaient achevés, la structure était solide, et nous étions enfin chez nous. J'avais conçu une vie parfaite, et je croyais foolishly qu'un design parfait pouvait vous protéger de tout. Les premières fissures dans une fondation ne sont pas spectaculaires. Elles ne s'annoncent pas par un grincement ou un gémissement. Ce sont des fractures capillaires, presque invisibles à l'œil nu. On peut les ignorer un moment, les peindre par-dessus, prétendre qu'elles n'existent pas, mais elles sont là, et elles s'étendent.
Le changement chez Julien a commencé environ 6 mois après sa demande en mariage. La demande elle-même avait été parfaite, discrète et intime, juste nous deux dans le salon de la maison que nous avions construite, un feu crépitant dans l'âtre. Il s'était mis à genoux, et sa voix avait tremblé. J'avais dit oui à travers un voile de larmes de joie. Nous allions nous marier à l'automne, une petite cérémonie au bord du lac. Au début, la planification du mariage était excitante. Nous étions une équipe, tout comme pour la maison. Nous avons choisi le lieu ensemble, dégusté des gâteaux jusqu'à en avoir marre du sucre, et débattu d'une playlist pour la réception. Mais ensuite, lentement, son enthousiasme a commencé à s'affaiblir. C'était comme si une lumière s'éteignait progressivement. Et, ai-je dit un soir, blotti sur le canapé avec mon ordinateur portable. J'ai repéré quelques photographes que j'aime bien. Tu veux y jeter un coup d'œil? Il a jeté un coup d'œil depuis son propre écran, le sourcil froncé. On peut faire ça ce week-end, chérie? Je suis débordé par ce nouveau projet client. Le week-end est venu et est passé. Le projet client a été soumis. Les photographes n'avaient toujours pas été regardés une semaine plus tard. J'ai réessayé. Qu'est-ce que tu penses des styles d'invitation? Classique ou quelque chose de plus moderne? Tout ce que tu aimes me convient, a-t-il murmuré, son attention collée à son téléphone. Il était toujours sur son téléphone maintenant, un léger sourire privé apparaissant parfois lorsqu'il faisait défiler. Quand je demandais ce qui était si drôle, il secouait simplement la tête. Oh, juste un mème stupide. Les excuses sont devenues un murmure doux et constant en arrière-plan de nos vies. Il était fatigué. Il était stressé. Il avait une réunion matinale. Le mariage, notre mariage, a commencé à ressembler à un projet que je gérais seul. Un élément sur une liste de choses à faire qui le repoussait toujours plus bas. Le véritable tremblement, celui qui m'a fait sentir le sol se dérober sous mes pieds, s'est produit lors d'un dîner avec nos amis les plus proches, Marc et Sophie. Nous étions assis dans leur jardin, des torches et Tiki projetant une lueur vacillante. La conversation était facile et familière. Sophie, toujours la maîtresse de jeu, a suggéré une série de « et si ». Ok, j'en ai une, a-t-elle dit, ses yeux pétillants. Si tu pouvais revivre une seule période de ton passé, sans conséquence, laquelle choisirais-tu? Marc a répondu le premier, riant de son voyage en sac à dos post-collège à travers l'Europe. Sophie a choisi l'été où elle a travaillé comme sauveteuse. Puis tous les yeux se sont tournés vers Julien. Il est resté silencieux un moment, faisant tourner le vin dans son verre. Je m'attendais à ce qu'il dise l'année où nous avons construit la maison ou la première année où nous étions ensemble. Je lui ai souri, un encouragement silencieux. Il a levé les yeux, mais pas vers moi. Son regard était lointain, perdu dans un souvenir dont je ne faisais pas partie. L'université, a-t-il dit, sa voix étrangement nostalgique. Probablement ma dernière année. Tout était plus simple. Pas d'hypothèque, pas de plan quinquennaux. On pouvait juste partir pour un voyage d'une semaine si on en avait envie. Il a ensuite raconté une courte histoire animée sur un voyage spontané qu'il avait fait à la Nouvelle-Orléans avec son ex-petite amie Chloé. Il parlait de la liberté, du manque de responsabilité, du frisson de l'inconnu. L'air s'est figé. Marc et Sophie ont échangé un regard rapide et illisible. J'ai senti un nœud se former dans mon estomac. Ce n'était pas seulement ce qu'il disait, c'était comment il le disait. Comme s'il décrivait un paradis dont il avait été exilé. J'étais son plan quinquennal. J'étais son hypothèque. Pour la première fois, j'ai eu l'impression de ne pas être son aventure, mais sa fin. Sur le chemin du retour, j'ai essayé d'en rire. On dirait que tu regrettes d'être un étudiant insouciant. Il a juste haussé les épaules, les yeux sur la route. N'est-ce pas le cas de tout le monde parfois? Mais sa réponse semblait évasive. Cette nuit-là, alors que j'étais allongé dans le lit à côté de lui, j'ai fixé le plafond, les lignes et les ombres familières de notre chambre me semblant soudain étrangères. La structure en laquelle j'avais tant confiance venait de révéler un défaut, une profonde fracture de stress cachée, et j'ai eu la sensation nauséeuse qu'elle s'étendait. Je me suis dit que c'était juste du stress, des appréhensions liées au mariage. Mais les architectes savent qu'on ne peut pas ignorer un défaut de fondation. Tôt ou tard, toute la maison s'effondre. C'était un vendredi fin septembre. L'air était vif, portant le premier vrai soupçon d'automne. J'avais quitté le travail plus tôt, rempli d'un sentiment d'euphorie et d'espoir. La semaine avait été stressante,
un tourbillon de délais et de réunions clients, et j'étais déterminé à me reconnecter avec Julien. J'imaginais une soirée tranquille, commander notre plat thaïlandais préféré, ouvrir une bouteille de vin, et peut-être enfin regarder ses portfolios de photographes. Je voulais réparer les choses. Je voulais croire que les fissures n'étaient que superficielles. Je suis entré dans la maison et le silence m'a frappé en premier. Ce n'était pas un silence paisible. C'était un silence lourd, chargé, du genre qui absorbe le son. Julien était assis sur le canapé, son ordinateur portable ouvert sur la table basse, mais il ne travaillait pas. Il fixait le mur blanc en face de lui, sa posture rigide. « Et, je suis à la maison », ai-je dit, essayant d'injecter un peu de gaieté dans le vide. Il sursauta, se tournant pour me regarder. « Tu es en avance. » Ce n'était pas une observation, c'était une accusation. « Je pensais qu'on pourrait passer une bonne soirée », ai-je dit, forçant un sourire en entrant dans la cuisine. J'ai commencé à déballer les courses. Le bruissement des sacs en papier anormalement fort dans le silence. D'habitude, il me suivait, m'entourait la taille de ses bras et me demandait comment s'était passée ma journée. Ce soir, il n'a pas bougé. Le poids de son silence m'oppressait jusqu'à m'étouffer. J'ai arrêté ce que je faisais et je me suis appuyé contre le comptoir. « Tout va bien, Julien ?» Il a fermé son ordinateur portable avec un clic doux et final. Il a pris une profonde inspiration, le genre que l'on prend avant de plonger dans l'eau froide. « En fait, Clara, il faut qu'on parle. » Mon estomac s'est effondré. C'est un cliché, mais c'est vrai. J'avais l'impression d'une cabine d'ascenseur dont les câbles auraient été coupés. Je marchais lentement de la cuisine lumineuse et chaleureuse vers le salon, qui semblait maintenant un espace stérile et inconnu. Je me suis assise dans le fauteuil en face de lui, celui que nous appelions ma chaise. Je me suis soudain sentie comme une visiteuse. « D'accord », ai-je dit, ma voix stable, ne trahissant pas le chaos qui faisait rage en moi. « Qu'est-ce qui se passe ?» Il ne me regardait pas. Il fixait ses mains, serrées si fort que ses jointures étaient blanches. J'ai beaucoup réfléchi, a-t-il commencé. Les mots sonnaient répétés, sonnaient lisses. À nous, au mariage, à tout. Il a fait une pause. J'ai attendu. Le silence s'est étiré. Et j'ai repris contact avec Chloé. Chloé. L'ex de l'histoire de la Nouvelle-Orléans. Le fantôme d'une époque plus simple. Une vague de froid m'a submergé. J'ai senti mes mains s'engourdir. Pourquoi, ai-je réussi à demander. Ce n'est pas ce que tu penses, a-t-il dit rapidement. Une phrase si transparente qu'elle en était insultante. Nous sommes juste amis. Mais lui parler m'a fait réaliser certaines choses. Il m'a enfin regardé, ses yeux suppliants, mais aussi étrangement détachés. Clara, je t'aime. Je t'aime, mais c'est pour toujours. Le mariage. C'est la dernière étape, et je dois être sûr à 100%. L'architecte en moi a crié. Il remettait en question l'intégrité même de la structure juste avant l'inspection finale. Sûr de quoi, Julien ? Nous avons construit une vie ensemble. Nous avons construit cette maison. Je sais, a-t-il dit, la voix craquant. Et c'est une belle vie. Tu es parfaite. La maison est parfaite. Tout est parfait. Il disait le mot parfait comme s'il s'agissait d'une cage. Mais j'ai l'impression d'être dans un train qui fonce vers sa destination finale. Et je ne me suis pas donné la chance de regarder les autres voies. Ma propre voix, quand elle est venue, était dangereusement calme. Quelle est l'autre voie, Julien ? Il a pris une autre respiration saccadée. J'ai besoin d'une pause. Une pause, ai-je répété le mot, dont le goût était de la cendre. Oui, juste un peu de temps, un peu d'espace. Il se précipitait maintenant, les mots s'échappant. J'ai besoin de voir s'il reste quelque chose avec Chloé. Je me dois de le savoir avant de m'engager toute ma vie avec toi. La pièce a basculé. Il me demandait un laissez-passer. Il me demandait ma permission d'aller coucher avec son ex-petite amie pour tester ses sentiments, et il présentait cela comme une quête de certitude noble et nécessaire. Il a vu mon expression et a rapidement ajouté la dernière phrase dévastatrice. La phrase qui allait tout faire exploser. Et si ça ne marche pas avec elle, a-t-il dit, sa voix sincère, comme s'il m'offrait un cadeau. Je promets que je reviendrai. C'est pour nous, Clara. Pour qu'on soit sûr. Il pensait pouvoir me mettre de côté.
Un filet de sécurité beau, fiable et bien conçu, auquel il pourrait revenir après avoir fini de jouer sur le fil du rasoir. Il n'a pas vu l'insulte. Il n'a pas vu le manque de respect profond et anéantissant. Il n'a vu que son propre besoin. À ce moment-là, l'homme que j'aimais, l'homme dont je voulais que le rire remplisse cette maison, a disparu. À sa place était assis un étranger, un lâche qui essayait de me vendre une demande de démolition en l'appelant un plan de rénovation. Et mon cœur, qui battait contre mes côtes, s'est soudain immobilisé. Je ne me souviens pas des mots exacts que j'ai dits pour mettre fin à la conversation. Je crois que j'ai juste hoché la tête. Un lent hoché de tête engourdi. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai rien jeté. Une étrange clarté froide m'a envahi. Le genre d'hyperfocalisation qui suit un choc énorme. Je me sentais comme une architecte inspectant un bâtiment après un tremblement de terre. La façade peut encore être debout, mais la structure interne est compromise au-delà de toute réparation. On n'essaie pas de la réparer. On la condamne. Julien a semblé prendre mon silence pour de l'acquiescement. Il avait l'air soulagé, comme s'il avait réussi une négociation difficile. Je vais faire un sac et rester chez ma mère un peu, a-t-il dit doucement. Ce n'est pas un adieu, Clara. C'est juste une pause. Je l'ai regardé entrer dans notre chambre, la chambre où nous dormions, où nous rêvions. J'ai entendu le bruit des tiroirs qui s'ouvraient et se fermaient. Je suis resté sur ma chaise, parfaitement immobile, mes mains agrippées aux accoudoirs. Le beau salon décloisonné que j'avais conçu pour être rempli de lumière et de vie me semblait soudain vaste et vide, comme un mausolée. Après qu'il soit parti, la porte d'entrée claquant derrière lui. Je n'ai pas bougé pendant 1 heure. Ou peut-être 2. Le temps s'était déformé. Le choc a commencé à reculer, et à sa place, la douleur a afflué. C'était une chose physique, un poids écrasant sur ma poitrine. J'ai finalement craqué. Les sanglots sont venus par vagues ragueuses qui secouaient tout mon corps. Je me suis recroquevillé en boule sur le sol, les planchers que j'avais choisis moi-même, et j'ai pleuré pour la vie que j'avais, pour l'homme que je pensais connaître. Un peu après minuit, j'ai appelé Maya. Ma voix était détruite, à peine un murmure. Puis-je venir ? Elle n'a pas posé de questions. Je serai là dans 15 minutes. Elle m'a trouvé encore par terre. Elle n'a pas dit, je te l'avais dit. Bien qu'elle ait eu ses réserves sur l'enthousiasme décroissant de Julien pendant des mois. Elle s'est juste assise par terre avec moi, m'a serré dans ses bras, et m'a laissé pleurer jusqu'à ce qu'il ne me reste plus rien. Je lui ai tout raconté, les mots tombant dans un désordre cassé et confus. La pause, Chloé. La promesse de revenir si ça ne marchait pas. Quand j'ai eu fini, Maya est restée silencieuse longtemps. Elle a repoussé une mèche de cheveux derrière mon oreille. Ok, a-t-elle dit, sa voix douce, mais avec une pointe d'acier que je connaissais si bien de sa personnalité de tribunal. Tu as fini de pleurer pour ce soir. Maintenant, il faut réfléchir. Réfléchir à quoi ? Ai-je murmuré. Il n'y a rien à réfléchir. Il est parti. Non, a-t-elle dit, reculant pour me regarder dans les yeux. Il pense t'avoir mise en pause. Il pense pouvoir appuyer sur lecture quand il le voudra. Tu dois réfléchir à ce que tu vas faire à ce sujet. Mon téléphone a vibré sur la table basse. C'était un SMS de la sœur de Julien, Isabelle. Julien m'a dit, je suis tellement désolé, Clara. Les garçons peuvent être tellement stupides. S'il te plaît, sois juste patiente avec lui. Il t'aime. Il est juste confus. Le message, censé être réconfortant, ressemblait à une giclée d'essence sur une étincelle. Patient, confus. Il traitait tout cela comme une folie temporaire, une fièvre qui passerait. Il s'attendait à ce que j'attende dans le couloir de l'hôpital qu'il guérisse. J'ai montré le message à Maya. Elle l'a lu et a reniflé. La confusion, c'est quand on n'arrive pas à décider entre le poulet et le poisson. Ceci est un choix calculé pour te manquer de respect au niveau le plus fondamental. J'ai passé la nuit dans la chambre d'amis de Maya, fixant le plafond. Dans la pénombre de l'aube, j'ai commencé à faire défiler les photos sur mon téléphone. Nous riant sur une plage au Mexique. Nous couverts de peinture, rénovant la salle de bain d'amis. Nous nous tenant fièrement à côté du jeune chêne lors de notre dernier anniversaire. Chaque photo était une nouvelle piqûre de douleur. J'ai vu la vie que nous avions construite, l'avenir que nous avions planifié. Pendant un moment,
une pensée désespérée et traîtresse m'a traversé. Peut-être qu'Isabelle a raison. Peut-être que je devrais attendre. Peut-être qu'il reviendra et que nous pourrons arranger ça. J'ai fermé les yeux, ma tête battant. J'ai pensé à ces mots. Si ça ne marche pas avec elle. Pas quand j'aurai réalisé mon erreur. Mais si j'étais le lot de consolation, la médaille d'argent. Maya est apparue dans l'embrasure de la porte avec 2 tasses de café. Elle a vu le téléphone dans ma main, l'expression sur mon visage. Ne fais pas ça, a-t-elle dit doucement. Ne regarde pas les plans d'un bâtiment qui a déjà été condamné. Elle s'est assise sur le bord du lit. Se battre pour quelqu'un qui ne se bat pas pour toi n'est pas noble, Clara. C'est de l'autodestruction. Tu as conçu cette maison. Ne le laisse pas te transformer en locataire de ta propre vie. Ces mots m'ont frappé. Locataire. C'est ce que je serais si j'attendais. Une occupante temporaire, attendant que le propriétaire décide s'il voulait revenir. Quelque chose en moi a changé. Le chagrin était toujours là, un vaste océan froid. Mais sur le rivage de cet océan, un autre sentiment prenait racine. Il était froid, dur et clair. C'était de la colère. C'était de la résolution. J'étais une architecte. Je savais quoi faire d'une structure défaillante. On ne la pleure pas éternellement. On n'essaie pas de vivre dans les ruines. On planifie la démolition. Le week-end a été un tourbillon de chagrin. Je me suis accordé 2 jours pour rester dans l'appartement de Maya, portant son survêtement, mangeant de la crème glacée directement dans le carton et fixant sans rien voir la télévision insipide. Je traitais le choc, laissant la première vague de marée de douleur m'emporter sans me noyer. Mais le lundi matin, je me suis réveillé avec un nouveau sens du but. La période de deuil était terminée. La phase de planification avait commencé. Je suis retourné à ma maison. Ma maison. Je me suis corrigé, et cela semblait différent. L'odeur persistante de l'eau de Cologne de Julien dans le couloir n'était plus réconfortante. C'était une violation. Les photos de nous sur la cheminée n'étaient pas des souvenirs. C'étaient des artefacts d'un projet échoué. Mon premier appel a été pour la meilleure agent immobilière de la ville, une femme connue pour ses tactiques de vente agressives et efficaces. Je veux mettre ma maison en vente, ai-je dit, ma voix claire et ferme. Et je veux la vendre rapidement. Elle était à ma porte en moins de 2 heures. Elle a parcouru les pièces, ses yeux vifs, évaluants. C'est une merveille, Miss Davis, a-t-elle dit. Conception personnalisée, emplacement de choix. Le marché est dynamique. Nous la mettons en vente cette semaine. Prix correct et elle partira avant que les feuilles ne finissent de changer. Bien, ai-je dit. C'est exactement ce que je veux. Ma deuxième tâche était plus personnelle. C'était l'effaceur. Je suis allé de pièce en pièce avec des boîtes en carton. Je n'ai pas seulement emballé les affaires de Julien. J'ai systématiquement démantelé ses cadeaux. Ses vêtements du placard, ses articles de toilette de la salle de bain, ses livres de la table de nuit. J'étais méthodique, détaché, comme un chirurgien retirant une tumeur. Il y a eu des moments qui ont testé ma détermination. En vidant son tiroir de bureau, j'ai trouvé un petit souvenir idiot de nos premières vacances ensemble, une boule à neige en plastique bon marché de la Tour Eiffel. Je l'ai ramassée et l'ai secouée. La fausse neige tourbillonnait autour de la petite tour. Je me souviens l'avoir achetée, riant avec lui dans une boutique piège à touristes près du marché. Il avait insisté. Nous avons besoin de quelque chose pour nous souvenir de ça, avait-il dit. Ma main tremblait. Mes yeux brûlaient. Une vague de chagrin si intense qu'elle m'a presque fait fléchir les genoux m'a submergé. Ce petit objet criard contenait un univers de bonheur qui m'était maintenant perdu. Je me suis laissé tomber lourdement par terre, la boule à neige froide dans ma paume, et pendant une bonne minute, j'ai failli craquer. J'ai failli laisser le chagrin gagner. Puis j'ai pris une profonde inspiration saccadée. J'ai regardé la neige tourbillonnante. Ce n'est pas Julien, me suis-je dit. Ce n'est pas notre amour. C'est juste un objet. Un artefact d'une vie qui n'existe plus. Je me suis levé, je me suis dirigé vers une boîte, et j'ai placé la boule à neige à l'intérieur avec un doux bruit final. Je n'emballais pas seulement ses affaires. Je désaffectais nos souvenirs. Au lieu de l'appeler pour venir chercher ses affaires ou de les laisser tomber en tas pathétique sur le seuil de sa mère, j'ai engagé un service de déménagement professionnel. Je leur ai donné l'adresse de la maison de ses parents et une instruction simple.
Livré tout demain entre 9 h et 11 h. Glissé en haut de la première boîte, j'ai laissé une note. Sur une carte d'index blanche et nette, j'ai écrit 4 mots en lettres capitales propres. Vous vouliez de l'espace. Le voici. La dernière étape de la journée fut la plus symbolique. Je suis allé dans le jardin arrière. Les 5 arbres que nous avions plantés se tenaient en une rangée nette, l'érable, le lilas, le saule, le bouleau, et puis le chêne, notre arbre pour toujours. Il semblait si petit et vulnérable. Je l'ai regardé longtemps, les promesses qu'il avait faites résonnant dans ma tête. Puis je suis allé au garage, j'ai trouvé la bêche la plus tranchante que je possédais, et je l'ai déterrée. J'ai soigneusement enveloppé sa motte de racines dans de la toile de jute, l'ai chargée dans ma voiture, je l'ai transportée dans un parc public voisin, et je l'ai replantée sur une colline tranquille et ensoleillée. Elle ne nous appartenait plus. Elle méritait une chance de grandir par elle-même. Alors que je rentrais en voiture, le soleil se couchait, peignant le ciel en touches d'orange et de violet. Je ne me sentais pas heureuse. Je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais vide, mais c'était un vide propre et silencieux. Le vide satisfaisant d'un site qui a été déblayé et qui est prêt pour qu'une nouvelle fondation soit coulée. La démolition était en cours. Les jours qui suivirent furent un étrange mélange de précision logistique et d'engourdissement émotionnel. Le panneau « À vendre » fut installé dans ma cour avant, une déclaration publique audacieuse de la fin d'une ère. Mon téléphone vibrait de SMS d'amis communs, un mélange de confusion inquiète et de questions prudentes. Je répondais à toutes avec la même déclaration calme et factuelle. Julien et moi ne sommes plus ensemble. Il a eu besoin d'explorer d'autres options, et j'ai décidé de commencer à construire un nouvel avenir pour moi. Je n'offrais pas de drame, pas d'accusation. La vérité crue et simple était plus puissante que n'importe quel discours. Je me suis jeté dans mon travail avec une férocité qui frôlait l'obsession. Le travail était logique. C'était des lignes et des angles et des calculs de contraintes. C'était un monde que je pouvais contrôler. Mes collègues du cabinet ont remarqué mon changement. J'étais plus silencieuse, plus concentrée, restant tard et arrivant tôt. Ils étaient assez polis pour ne pas poser de questions. Puis, un mercredi après-midi gris, Monsieur Dubois, le partenaire senior du cabinet, m'a demandé d'entrer dans son bureau. C'était un architecte de la vieille école, un homme dans la soixantaine avec des yeux gentils et un esprit aussi vif qu'un crayon à dessin. Il était mon mentor, celui qui avait vu mon potentiel quand j'étais encore stagiaire. Je suis entré m'attendant à une discussion sur les schémas du nouveau projet de bibliothèque. Au lieu de cela, il m'a fait signe de m'asseoir et m'a regardé par-dessus le bord de ses lunettes. « Comment allez-vous, Clara » a-t-il demandé, son ton doux. « Je vais bien, merci » ai-je dit, ma réponse professionnelle par défaut. Il a souri d'un petit sourire connaisseur. « Je suis architecte depuis 45 ans » a-t-il dit, se penchant arrière sur sa chaise en cuir. « Je sais quand une structure est sous pression, et je sais reconnaître la résilience quand je la vois. » Je n'ai rien dit. Incertaine de la direction que prenait cette conversation. Il a joint ses doigts en pyramide. Nous poursuivions une commande majeure à Lyon. Le nouveau pavillon des arts et de la culture des lacs. C'est le projet le plus ambitieux que notre cabinet ait entrepris depuis une décennie. Nous venons d'apprendre ce matin que nous avons remporté l'appel d'offres. C'est une nouvelle incroyable, Monsieur Dubois, ai-je dit, sincèrement impressionné. Ça l'est, a-t-il convenu. Et cela nécessite qu'un chef de projet déménage à Lyon pendant les 2 prochaines années pour superviser la construction. C'est une entreprise énorme. Haute pression, enjeux élevés. Il a fait une pause, son regard ferme et direct. Je veux que vous soyez cette chef de projet. J'ai été stupéfaite jusqu'au silence. C'était une promotion énorme, un niveau de responsabilité auquel je ne m'attendais pas avant des années. Lyon, une nouvelle ville, un nouveau départ. Moi, ai-je finalement réussi à dire. Mais il y a des architectes plus expérimentés. Il y en a-t-il coupé avec aisance. Mais ce projet est unique. La conception initiale est audacieuse, mais il y aura des défis imprévus. Il nécessitera quelqu'un qui n'a pas peur de démolir une idée faillite et de la reconstruire plus solide. Il faut quelqu'un qui soit à la fois créatif et impitoyablement pratique. Il s'est penché légèrement en avant. Clara, j'ai vu vos créations. Elles sont audacieuses, mais leurs fondations sont impeccables. Lyon a besoin d'un architecte comme ça. Mais plus important encore, a-t-il ajouté, sa voix s'adoucissant,
je pense que vous avez peut-être besoin de lions. Parfois, la meilleure façon d'évaluer une structure est de la regarder depuis une autre ville. Son offre était plus qu'une promotion. C'était une bouée de sauvetage. C'était une issue de secours, mais c'était aussi une validation. Il ne m'offrait pas de pitié. Il m'offrait une opportunité basée sur sa foi en mon talent, ma force, ma résilience. Il me voyait non pas comme une femme le cœur brisé, mais comme une professionnelle compétente. Un sourire authentique, le premier depuis ce qui semblait être une éternité, a touché mes lèvres. L'engourdissement qui avait enveloppé mon cœur a commencé à fondre, remplacé par un éclat d'excitation. Une nouvelle ville, une nouvelle ligne d'horizon a aidé à façonner, un nouveau plan, pas pour une maison, mais pour une vie. J'accepte, ai-je dit, ma voix résonnant d'une conviction qui m'a surprise moi-même. Quand est-ce que je commence? Les répliques ont commencé le lendemain de la livraison de la vie de Julien à lui. Mon téléphone a sonné et son nom s'est affiché à l'écran. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. 1 minute plus tard, un SMS est apparu. Qu'est-ce que c'est que ça, Clara? Des boîtes. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fixé le message, un calme glacial s'installant sur moi. J'ai tapé une réponse simple et mesurée. Je t'ai donné ce que tu as demandé. De l'espace. Il a appelé immédiatement. J'ai refusé l'appel. Les SMS qui ont suivi sont devenus de plus en plus frénétiques. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce sont mes affaires. C'est notre maison. Notre maison. L'audace de cela était à couper le souffle. Je l'avais conçu. J'avais financé la majorité, j'avais versé mon âme dedans. Il avait été un occupant chéri, pas un copropriétaire du titre de mon avenir. Tu dois arrêter ça. C'est une réaction excessive. Nous devons parler. J'ai répondu une fois de plus. Chaque mot choisi avec une précision chirurgicale. Non, Julien. Nous ne devons pas. Tu as fait ton choix. Maintenant, je fais le mien. J'ai bloqué son numéro. Je savais que ce n'était que le début. La véritable explosion est arrivée 2 jours plus tard, lorsque le panneau « À vendre » a été installé. Cette fois, l'appel provenait d'un numéro inconnu. J'ai répondu prudemment. Tu vends la maison? La voix de Julien était un mélange d'incrédulité et de fureur. Notre maison? Tu ne peux pas faire ça sans me parler. C'est ma maison, Julien, ai-je dit, ma voix égale. Mon nom est sur l'acte. Mon argent a payé la compte. Tu es mon fiancé, pas mon partenaire commercial. Et comme nous ne sommes plus fiancés, je liquide mes actifs. C'est insensé. Tu jettes 5 ans, a-t-il crié, sa voix craquant d'une panique qui ne me procurait aucune satisfaction, seulement un profond sentiment de tristesse pour l'homme qu'il s'était révélé être. Tu as mis nos 5 ans en attente pour tester ton ex, ai-je répondu, les mots comme des éclats de glace. Tu sembles être celui qui a déterminé leur valeur marchande. Je suis juste en train de régler les comptes. J'ai fait une pause. J'ai une visite dans 10 minutes, donc je dois y aller. S'il te plaît, ne m'appelle plus. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. La nouvelle s'est propagée dans notre cercle social comme une onde sismique. Mon téléphone était un bourdonnement constant de SMS d'amis, la plupart confus. J'ai entendu dire que toi et Julien traversiez une période difficile. J'espère que vous allez arranger les choses. OMG, j'ai vu un panneau de vente forcée chez toi. Que se passe-t-il? J'ai maintenu mon récit simple et cohérent. À tous ceux qui demandaient, j'ai dit que Julien avait besoin de temps pour explorer ses sentiments pour quelqu'un d'autre. Je respecte son choix, mais j'ai choisi d'aller de l'avant dans ma vie. C'était un coup de maître en matière de communication. C'était honnête, dépourvu de colère, et plaçait la responsabilité exactement là où elle devait être. Je n'étais pas l'ex-hystérique et vindicative. J'étais une femme de principe prenant une décision rationnelle. Pendant ce temps, par l'intermédiaire de Maya, j'ai entendu parler du point de vue de Julien. Il disait aux gens que nous étions en séparation temporaire pour grandir individuellement. Il se présentait comme un homme réfléchi naviguant dans un paysage émotionnel complexe et moi comme quelqu'un qui avait réagi de manière précipitée et impulsive. Pendant un moment, cela m'a mise en colère. Mais ensuite, j'ai réalisé que cela n'avait pas d'importance. Ces mots étaient une façade fragile. Mes actions, la maison en vente, la dignité tranquille de mes réponses étaient une base de vérité solide.
La première journée portes ouvertes a été une expérience surréaliste. J'ai regardé des étrangers parcourir les pièces que j'avais conçues avec tant d'amour, commentant la lumière, la circulation, les finitions. Ils voyaient une belle propriété, un bien désirable. Ils ne voyaient pas les fantômes de rire dans la cuisine ni les échos de promesses murmurées dans la chambre. Un jeune couple, les yeux brillants d'excitation, a dit à mon agent immobilier qu'ils étaient prêts à faire une offre, bien au-dessus du prix demandé. Ce soir-là, je me suis assise dans le salon presque vide, la feuille d'offre sur la table basse devant moi. La maison n'était plus ma maison. C'était une transaction, une très rentable. Julien pensait avoir appuyé sur le bouton pause de notre vie. Il n'avait aucune idée que j'avais appuyé sur éjecter. Les répliques commençaient tout juste, et il se tenait à l'épicentre. Dans les semaines qui suivirent, un récit calme mais distinct commença à prendre forme dans nos cercles sociaux. Julien, ai-je entendu dire, embrassait son voyage de découverte de soi. Il postait de vagues citations inspirantes sur les réseaux sociaux sur le fait de suivre son cœur et qu'il faut parfois se perdre pour se retrouver. C'était une performance et j'étais censé être le public patient. Moi, en revanche, je ne disais rien sur les réseaux sociaux. Mon silence était un vide dans lequel ces mots vides résonnaient. Puis, une fois l'offre d'emploi à Lyon finalisée et la maison officiellement sous contrat, j'ai fait une seule publication factuelle. J'ai choisi une photo de profil souriante de moi et j'ai écrit « Quelques nouvelles personnelles ». Je suis ravi d'annoncer que j'ai accepté un poste de chef de projet pour le nouveau pavillon des Arts des Lacs et que je déménage à Lyon le mois prochain. Incroyablement reconnaissante pour cette opportunité et impatiente de commencer un nouveau chapitre. Comme on dit, quand une porte se ferme, une porte beaucoup plus grande et mieux conçue s'ouvre souvent. La réaction fut immédiate et écrasante. Ma boîte de réception et ma section commentaires furent inondées de félicitations sincères, d'excitation et de soutien. Mélangées, bien sûr, aux questions étonnées sur Julien. Ma réponse était cohérente et calme. Nous avons décidé de suivre des chemins séparés. Je lui souhaite tout le meilleur. Mon message, contrastant avec ses vagues platitudes, fut comme une réaction chimique. Il clarifia tout sans que j'aie à lancer une seule once de boue. Son récit d'une pause temporaire s'effondra instantanément. On ne vend pas sa maison commune et on ne prend pas un emploi dans un autre état pour une pause temporaire. Les amis qui étaient sur la clôture, qui lui avaient accordé le bénéfice du doute, virent soudain la situation sous un jour nouveau et saisissant. Le véritable dévoilement, cependant, vint de la source la plus inattendue, la sœur de Julien, Isabelle. Elle et moi avions toujours été amies, mais elle était farouchement loyale à son frère. Je n'avais pas eu de nouvelles d'elle depuis ce premier message apaisant. Un soir, mon téléphone a sonné. C'était elle. Clara. Sa voix était hésitante. Tu as une minute? Isabelle. Bonjour, ai-je dit prudemment. Est-ce que tout va bien? Non, pas vraiment. Elle prit une profonde inspiration. Je dois m'excuser et je dois te dire quelque chose. Elle expliqua qu'elle avait défendu Julien auprès de leurs parents, auprès de leurs amis, répétant son histoire d'être confus. Mais quelque chose n'allait pas chez elle. La nuit dernière, elle l'avait confronté. Je lui ai demandé comment il pouvait te laisser vendre la maison, comment il pouvait tout jeter, a dit Isabelle, sa voix épaisse d'émotion. Et il est devenu défensif. Il m'a dit que je ne comprenais pas que c'était compliqué. Puis il a dit quelque chose. Il a dit, ce n'est pas ma faute. Clara n'a pas attendu. Je lui ai dit que je reviendrais. Isabelle fit une pause. L'arrogance de cela, Clara. C'était stupéfiant. Il se croit vraiment être la victime. Ce fut la goutte d'eau pour elle. Mais ce n'était pas la vraie raison de son appel. Il y a plus, a-t-elle dit, sa voix baissant à un murmure proche. Après notre dispute, je me suis senti tellement en colère. J'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fier. Il avait laissé son iPad chez moi et je l'avais regardé. Je sais que c'était mal, mais il fallait que je sache. Elle avait parcouru ses messages. Clara, il ne parlait pas seulement à Chloé. Il est en contact constant avec elle depuis des mois, depuis même avant que vous ne vous fianciez. Il lui a envoyé un message la nuit où il t'a demandé en mariage. L'air quitta mes poumons. Ce fut un coup physique. Il planifiait ça, continua-t-elle, sa voix se brisant. Ce n'était pas un moment de confusion. Il préparait son plan de secours. Il lui envoyait des messages sur les « et si » et les vieux temps pendant que tu préparais un mariage.
Il ne décidait pas entre toi et elle. Il essayait de comprendre comment il pouvait vous avoir toutes les deux. Donc, ce n'était pas une impulsion. Ce n'était pas une crise soudaine. C'était une trahison émotionnelle longue, calculée et antérieure à sa demande pathétique d'une pause. Il s'était tenu à mes côtés, plantant cet arbre de chêne, parlant de nos enfants, tout en nourrissant secrètement cette autre possibilité dans l'obscurité. Isabelle pleurait maintenant. Je suis tellement désolé, Clara. Il ne t'a pas seulement manqué de respect. Il t'a trompé. Il n'est pas confus. C'est un lâche. J'ai raccroché le téléphone, mon esprit tourbillonnant. Les derniers vestiges de tout doute persistant, toute sympathie microscopique pour lui s'évaporèrent. Elle fut remplacée par une certitude pure et froide. Ma démolition n'avait pas été une réaction excessive. C'était une nécessité préventive pour sauver ma vie. Le fantasme d'un temps plus simple avec Chloé, comme il se trouve, ne pouvait pas survivre aux dures réalités du présent. Par l'intermédiaire de Maya, qui l'avait appris d'une amie, j'ai appris que la grande exploration romantique de Julien avait implosé de manière spectaculaire. Chloé, une musicienne freelance qui aimait sa liberté, n'avait aucun intérêt à jouer la thérapeute pour un homme en pleine crise de la trentaine. La pause, pour elle, avait été une liaison passagère. Pour Julien, c'était censé être une redécouverte profonde. L'inadéquation était combustible, donc il était presque inévitable qu'il se montre. C'était mon dernier jour dans la maison. Les déménageurs professionnels avaient déjà emmené mes boîtes emballées dans une unité de stockage, prêtes à être expédiées à Lyon. Les pièces étaient résonnantes et vides, amplifiant chaque pas. Je faisais un dernier balayage, une liste de contrôle à la main, quand la sonnette retentit. Par le Judas, je l'ai vu. Il avait l'air horrible, hagard, non rasé, avec des cernes sous les yeux. J'ai ouvert la porte mais j'ai bloqué l'entrée avec mon corps. Julien, tu ne devrais pas être là. Clara, s'il te plaît, a-t-il dit, sa voix rauque. Juste 5 minutes. On ne peut pas finir comme ça. Contre mon meilleur jugement, je me suis écarté. Il est entré dans le salon caverneux et a fixé, son visage un masque d'incrédulité. Tout a disparu. C'est vendu, ai-je dit, ma voix plate. Les nouveaux propriétaires reçoivent les clés demain. Je pars pour Lyon demain matin. Il s'est tourné vers moi, ses yeux écarquillés d'une énergie désespérée et frénétique. J'ai fait une erreur. Une énorme erreur stupide. Il a fait un pas de plus. Ce n'était rien avec Chloé. Ça ne signifiait rien. Ça m'a juste fait réaliser que c'était toujours toi. C'est toi que je veux. C'est toi que j'aime. Il jouait le rôle du fils prodigue, s'attendant à un veau gras et à une fête de bienvenue. Le discours était probablement quelque chose qu'il avait répété pendant des jours. Mais j'avais des informations qu'il ne savait pas que j'avais. J'avais la vérité d'Isabelle. Une erreur, Julien, ai-je demandé, ma voix dangereusement calme. Une erreur, c'est prendre la mauvaise sortie sur l'autoroute. Une erreur, c'est acheter le mauvais type de lait. J'ai fait un pas vers lui, réduisant la distance. Que appelles-tu envoyer des messages à ton ex-petite amie pendant des mois dans mon dos? Que appelles-tu lui dire que tu penses à elle la même nuit où tu me passes la bague au doigt? Que appelles-tu planifier méticuleusement ta voie d'évacuation pendant que j'étais occupé à planifier notre avenir? Ce n'est pas une erreur. C'est une stratégie. La couleur a quitté son visage. Il avait l'air que je l'avais frappé physiquement. Comment? Comment le savais-tu? Peu importe comment je le sais, ai-je dit, en exploitant mon avantage. Ce qui importe, c'est que je le sais. Il a commencé à bégayer, à revenir en arrière. Ce n'était pas. Ce n'était pas comme ça. J'étais juste confus. Ce mot à nouveau. Non, les jeux coupés. N'utilisons pas ce mot. Tu n'étais pas confus. Tu étais malhonnête. Tu ne cherchais pas la clarté. Tu courais sur 2 tableaux. Il a vu que l'argument était perdu, alors il a changé de tactique. Il a essayé de me faire douter de ma santé mentale. Alors c'est ça, a-t-il craché, une nouvelle colère l'aide tordant ses traits. Tu vas jeter 5 ans de notre vie pour quelques messages stupides. Tu es hystérique, Clara. Si tu peux simplement t'en aller comme ça, peut-être que tu ne m'as jamais vraiment aimé en premier lieu. Son accusation flottait dans la pièce vide. L'ancienne Clara aurait été dévastée par cela, aurait ressenti le besoin de défendre son amour, son engagement,
mais l'ancienne Clara était partie. J'ai ri. Un son court, aigu, sans humour. Oh, Julien, ai-je dit, secouant la tête avec un sentiment de pitié presque écrasant. Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas? Il ne s'agit plus de Chloé. Il ne s'agit même plus des mensonges. Il s'agit du caractère. Tu pensais pouvoir traiter mon amour comme ton filet de sécurité. Tu pensais que ma vie était une salle d'attente à laquelle tu pouvais revenir à ta convenance. Tu pensais que j'allais juste attendre. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée et je l'ai grande ouverte, laissant entrer l'air frais du soir. Mon amour pour toi était la structure la plus solide que j'avais jamais construite. Tu es celui qui a pris un marteau-piqueur pour la fondation. Tu ne peux pas me blâmer de partir des décombres. Il est resté là, sans voix, sa colère pathétique s'affaissant en un désespoir pur et sans mélange. Il l'a vu dans mes yeux. Il n'y avait plus de chance. Plus d'appel. La porte n'était pas seulement ouverte. Elle lui était fermée pour toujours. Au revoir, Julien, ai-je dit doucement. Il m'a regardé une dernière fois, un fantôme dans la maison où nous étions censés vieillir. Puis il s'est détourné et est parti, disparaissant dans le crépuscule. J'ai fermé la porte, le clic de la serrure résonnant dans la maison vide. Je n'ai pas ressenti de triomphe. Je n'ai pas ressenti de joie. J'ai ressenti la paix profonde, calme et libératrice d'un projet, enfin et irrévocablement achevé. Lyon m'a accueilli avec un souffle de vent du lac et une ligne d'horizon qui semblait gratter les cieux. C'était audacieux, sans excuse, et brutalement beau. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Mon nouvel appartement était un espace élégant et moderne au 34e étage avec une fenêtre du sol au plafond donnant sur le parc de la Tête d'Or et le bleu infini du lac Léman. C'était une toile vierge remplie uniquement des essentiels que j'avais expédiés de ma vie ancienne. Il n'y avait pas de fantôme ici, pas de souvenirs à désaffecter. La seule histoire dans ces murs était celle que j'étais sur le point de créer. Les premières semaines ont été un tourbillon. Le projet du pavillon des arts était encore plus stimulant et exaltant que je ne l'avais imaginé. Je dirigeais une équipe d'architectes et d'ingénieurs brillants et passionnés, débattant des mérites du titane par rapport à l'acier inoxydable, résolvant des énigmes géométriques complexes, et versant toute mon énergie dans la création de quelque chose de magnifique. Je n'étais plus seulement architecte. J'étais une chef d'orchestre, orchestrant une symphonie de béton et de verre. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais complètement, incroyablement vivante. La vie en dehors du travail a commencé à prendre forme. Lentement mais sûrement, j'ai découvert un petit café indépendant qui connaissait ma commande. Dès la 3e visite, j'ai trouvé un chemin de course le long des quais du Rhône qui est devenu mon sanctuaire. Mes pieds martelant le trottoir, un rythme qui me clarifiait l'esprit. Je savais que j'avais besoin de quelque chose de plus, cependant. Une connexion simple, sans complications, et honnête. Sur un coup de tête un samedi, je me suis inscrite à un cours de tango pour débutants. C'était terrifiant et merveilleux. L'instructeur, un Argentin strict mais patient, a dit « Le tango est une conversation. C'est une question de confiance. Vous devez apprendre à vous appuyer sur votre partenaire pour le laisser vous guider, mais vous ne devez jamais perdre votre propre axe. » Ces mots ont résonné profondément en moi. J'apprenais à faire confiance à nouveau, pas seulement à un partenaire sur la piste de danse, mais à moi-même. Je trouvais mon propre axe, le noyau inébranlable de qui j'étais, indépendamment de quiconque. Ma vie n'était plus une collaboration. C'était ma propre conception. Et de mon point de vue du 34e étage, la nouvelle ligne d'horizon que je construisais pour moi-même semblait à couper le souffle. Même à 1000 miles de distance, des échos de mon passé démoli me parvenaient occasionnellement. Ils venaient surtout par Maya, qui me servait de filtre, mon officier de renseignement, livrant des rapports avec son mélange signature d'esprit sec et de soutien indéfectible. « Regarde ça », a-t-elle dit lors de l'un de nos appels vidéo hebdomadaires, un verre de vin à la main. Le grand héros romantique Julien est officiellement de retour dans sa chambre d'enfance. Apparemment, son cabinet de conseil en marketing subit une restructuration stratégique, ce qui est un langage codé pour dire qu'il a perdu ses 2 plus gros clients. J'ai appris plus tard par une voix moins directe que l'un de ses clients était une entreprise technologique dont le PDG était un bon ami de Monsieur Dubois. Coïncidence, bien sûr. Le renseignement le plus satisfaisant, cependant, concernait Chloé. Alors, apparemment, continua Maya, retenant à peine un sourire. Après l'échec épique de leur réunion romantique,
Julien a essayé de revenir quelques semaines plus tard avec un grand discours, « Je te choisis », et Chloé a ri à son visage. Selon l'histoire, Chloé lui avait dit, « J'étais un bon souvenir, Julien, pas une trappe de secours. J'ai ma propre vie. Tu devrais essayer d'en avoir une. » L'ironie était si parfaite, si complète, qu'elle était presque poétique. La personne même qu'il avait utilisée comme justification pour faire exploser sa vie l'avait vu pour exactement ce qu'il était, un grand enfant à la recherche d'un fantasme, pas d'un avenir. Il ne m'avait pas seulement perdu, il avait été rejeté par sa propre illusion. Isabelle me donnait de mes nouvelles de temps en temps, ses messages toujours hésitants et excusants. Elle me disait que la tension dans leur famille était épaisse. Ses parents étaient dévastés et elle et Julien se parlaient à peine. Il blâme tout le monde sauf lui-même, a-t-elle écrit dans un SMS. Il te blâme d'être impitoyable. Il blâme Chloé de l'avoir laissé faire. Il me blâme même de l'avoir trahi. C'est comme regarder un bâtiment s'effondrer lentement sous son propre poids. Ces mots peignaient une image vive. La vie de Julien n'était pas une implosion soudaine comme la mienne. C'était une décomposition lente et rampante, le résultat d'une conception défectueuse depuis le tout début. Le dernier écho me parvint directement. Un email de Julien apparut dans ma boîte de réception tard un soir. L'objet était simplement « photo ». Mon doigt hésita sur le bouton de suppression, mais la curiosité prit le dessus. « Clara », disait l'email. « Je sais que tu es passée à autre chose, mais il y avait des photos de nous sur l'ancien compte cloud que nous partagions. Ma remise de diplôme, le premier anniversaire de mon neveu, des voyages que nous avons faits. Ce sont aussi mes souvenirs. Je ne peux plus me connecter. Peux-tu m'envoyer les fichiers ? » C'était une tentative pathétique. Un cheval de Troie de nostalgie conçu pour me ramener dans une histoire partagée. Il essayait de récupérer un morceau du passé pour me forcer à reconnaître que ce que nous avions était réel. J'ai pris une profonde inspiration. Je pouvais l'ignorer. Je pouvais envoyer un refus froid d'une seule ligne, mais j'ai réalisé que j'avais une dernière chose à dire, une dernière poutre à placer dans ma nouvelle structure. J'ai tapé ma réponse, l'ai relue une fois, et j'ai appuyé sur envoyer. Julien, tu as raison. C'était aussi tes souvenirs. J'ai téléchargé tout ce que je voulais avant de fermer le compte. Malheureusement, je n'ai aucun moyen de récupérer les fichiers maintenant que le compte est définitivement supprimé. J'espère que tu trouveras un moyen de reconstruire ce que tu as perdu. Sincèrement, Clara. C'était poli. C'était définitif. Il n'offrait aucune chaleur, aucune colère, aucune ouverture pour une réponse. C'était la clôture calme et professionnelle d'un dossier de projet. J'ai archivé la chaîne de mai, et avec cela, le dernier écho de mon passé s'est estompé dans le silence. Un an jour pour jour après mon déménagement à Lyon, je me tenais sur le pont d'observation du pavillon des Arts presque achevé. Le vent était vif, fouettant mes cheveux sur mon visage, mais je le remarquais à peine. En dessous de moi, la ville s'étendait, une tapisserie à couper le souffle d'acier et d'ambition. Ma ville. Mon téléphone a vibré. C'était un email officiel du conseil municipal. L'objet, pavillon des Arts des Lacs, permis d'occupation finale. Je l'ai ouvert. Le document était dense en jargon technique, mais la dernière phrase était tout ce qui comptait. La structure a été jugée solide, sûre et apte à l'usage public. J'ai souri, un sourire plein et sincère qui atteignait mes yeux. J'avais mon permis, à plus d'un titre. L'année écoulée n'avait pas été une ligne droite vers le bonheur. Il y avait eu des nuits, surtout au début, où le silence de mon appartement semblait caverneux, et un membre fantôme de chagrin me faisait mal pour une vie qui n'existait plus. Il y a eu des moments de doute, des éclairs de colère, et des vagues de tristesse profonde. La guérison n'est pas un processus propre et linéaire. C'est désordonné, comme le chantier de construction du pavillon l'avait été pendant des mois, plein de boue, de bruit et de chaos avant que la beauté n'émerge. J'ai pensé à Julien, plus avec colère ou amertume, mais avec une clarté étrange et distante. Il avait été une partie cruciale de mon histoire. Il avait été le tremblement de terre qui avait rasé une structure que je croyais parfaite, révélant les défauts fatals cachés sous la surface. Il m'avait montré qu'une fondation construite sur l'engagement fluctuant de quelqu'un d'autre n'est aucune fondation. La douleur qu'il a causée était immense, mais la leçon qu'elle m'a enseignée était inestimable. Il n'a pas détruit ma vie. Il m'a libéré d'une vie magnifiquement conçue mais fondamentalement instable. Il a été l'inspection de qualité la plus sévère, la plus brutale que j'ai jamais subie.
Et grâce à cela, je savais avec une certitude absolue que toute structure que je construirais à partir de maintenant serait construite pour résister à tout. J'ai pensé aux chênes que nous avions plantés. Je me demandais parfois s'ils poussaient encore dans ce parc où je l'avais laissé, s'ils prenaient racine, si ses branches tendaient vers le soleil. J'espérais que oui, mais ils ne me semblaient plus faire partie de moi. Certaines choses sont destinées à être transplantées, à grandir dans le jardin de quelqu'un d'autre. Mon travail consistait maintenant à aménager le mien. Un dîner de célébration était organisé pour l'équipe du projet ce soir-là. Je savais que je devais rentrer, me préparer, mettre une belle robe. Mais je suis resté sur le pont encore un moment, regardant le coucher du soleil se répandre dans le ciel. Zeus m'attendrait, sa queue battant contre le sol d'anticipation de sa promenade du soir. Mes chaussures de tango étaient près de la porte, prêtes pour mon cours du mercredi. Mon bureau était couvert d'esquisses préliminaires d'un nouveau projet plus petit que j'entreprenais, une bibliothèque communautaire dans un quartier défavorisé, un espace de croissance tranquille. La trahison qui avait autrefois semblé être la fin de mon monde me semblait maintenant être son véritable début. L'angoisse avait été remplacée par une gratitude calme et puissante. Pas pour la douleur, mais pour la clarté qu'elle avait apportée, pour le coup de feu que j'avais évité sans le savoir. Je n'aurais pas cette vue, ce travail, cette ville, ce sentiment profond et inébranlable de moi-même. Si j'étais resté le plan de secours de quelqu'un, à tous ceux qui se sont déjà sentis comme une option, sachez ceci. Votre vie n'est pas une salle d'attente. Vous êtes l'architecte, le concepteur, et l'ingénieur principal. Vous avez le droit de condamner toute structure qui n'est pas saine. Vous avez le pouvoir de dessiner un nouveau plan. C'est un pouvoir terrifiant, déchirant, et finalement glorieux. Maniez-le. Le vent s'est levé, et j'ai serré mon manteau. Il était temps de partir. Ce chapitre de ma vie était officiellement terminé. Le permis final était signé. Le bâtiment était prêt pour ses nouveaux occupants, et je ne pouvais pas être plus excité pour ce qui allait suivre.